Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Allez, on continue d'explorer le XT4. Dans la première vidéo, on a vu la mise en route. Je vous ai montré comment je l'ai configuré pour commencer à le tester. On a vu ensuite, on a fait un focus sur les courroies parce qu'il arrive pré-monté avec des courroies. On est rentré ensuite dans le vif du sujet avec une petite expérimentation de l'autofocus contre le XT3 et même contre le Sony. On a testé ensuite ensemble la stabilisation et maintenant on va s'attarder à l'autonomie avec le test de la batterie en définitive. Parce que oui, un des grands changements apportés par le XT4, c'est que la batterie qu'on connaissait par cœur, qui était là depuis le tout début, la NP-W126S, elle disparaît au profit d'une nouvelle batterie que vous pouvez voir ici, une batterie à forme bombée qui s'appelle la NP-W235. Donc, officiellement, ces batteries-là, on a une capacité de batterie de l'ancienne batterie, comme vous pouvez le voir ici, de 1260. La nouvelle, officiellement, elle fait 2200. Donc, on peut voir qu'on est passé de 1260 à 2200. Je crois que ça fait une augmentation de 86%. Donc, une augmentation de 86%, c'est considérable. À titre indicatif, et quand même aujourd'hui la référence sur le marché, c'est la batterie de chez Sony, elle fait 2280. Donc autant dire que 2200 chez Fujifilm, c'est plutôt une très bonne capacité. Et en termes de capacité pure d'énergie, on est quasiment au même niveau que la meilleure batterie sur le marché. Malgré tout, c'est vrai que lorsque le XT4 est sorti, officiellement les chiffres font pas rêver. Je vais pas le dire autrement, ils font pas rêver, c'est quelque chose qui m'a rendu énormément sceptique lorsque il a été prononcé. C'est-à-dire que officiellement, quand on regarde la spécification fournie par Fuji, le XT3 a une autonomie capacité de 390 photos. Le XT4 est officiellement capable de faire 500 photos. C'est-à-dire qu'on a augmenté la batterie de 86% et on passe seulement, j'ai envie de dire, de 390 photos à 500 photos, ce qui est une augmentation cette fois-ci beaucoup plus raisonnable. 390 photos avant, je ne sais pas moi, on pouvait imaginer peut-être qu'il aille au moins à 700 photos. C'est vrai que annoncer 500 photos, ça fait pas rêver, ça, on se dit un peu, mais c'est bizarre quoi, ma batterie elle fait 90% en plus et j'ai pas 90% de photos en plus. Donc c'est vrai qu'il faut quand même alimenter la stabilisation du capteur, qu'on a testé dans la dernière vidéo. Il faut alimenter l'autofocus qui va consommer plus de puissance puisqu'il va chercher les choses, il va chercher les motifs, voilà. Donc peut-être justement que l'autonomie se résume à ça. Donc quand même, signe d'espoir en vidéo, Fuji indique qu'en vidéo 4K 30 fps, sur le XT3, on était capable d'enregistrer 40 minutes de 4K 30 fps avec une batterie. Sur le XT4, ils annoncent 85 minutes, plus du double cette fois-ci. Donc en photo, officiellement, on a l'impression que la différence n'est pas terrible. Et par contre, on a l'impression qu'en vidéo, c'est plus du double. Donc ça, c'est les données officielles, juste pour que vous compreniez finalement comment j'ai entamé cette série de tests. Et je profite de cette vidéo pour vous montrer le grip. Donc j'ai reçu aussi le grip, même si je ne l'avais pas montré dans les premières vidéos. Donc on a un grip qui est un peu plus grand, qui correspond à peu près au grip qu'on avait pour le XH1. Donc plus grand, nettement plus grand que celui qu'on avait pour le XT3. Ce grip-là, il permet d'accueillir deux batteries, exactement comme on avait pour le grip précédent. Donc les deux batteries, elles vont dans un sens différent en fait, qui fait qu'on augmente la hauteur ici, puisqu'au lieu d'être à plat, elles sont debout. Bref, ce grip-là, il m'a servi justement à pouvoir charger 3 batteries avec le XT4 au lieu d'une seule, puisque pour l'instant, je n'ai pas encore reçu le chargeur double. C'est le seul accessoire en définitive que je n'ai pas encore. Allez, on va commencer les tests. C'est pas facile de tester l'autonomie. Sincèrement, c'est quelque chose qui est hyper difficile. On peut se tromper. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vous livre les résultats de mes expérimentations. J'ai mené 3 expérimentations. La première expérimentation était une expérimentation en photo. C'est-à-dire que j'ai mis 4 appareils photo, en l'occurrence le XH1, le XT3, le XT4 et le Sony A7 III. Ces appareils photo-là, je les ai mis en intervallomètre, comme si je faisais un time-lapse en définitive. Autofocus allumé, je vais vous montrer comment je l'ai configuré. Donc, on a commencé par mettre l'autofocus allumé. Je mets bien de AFC de façon à ce que l'autofocus se fasse à chaque photo. Donc, je formate la carte au moment où je commence les photos, donc aucune photo sur la carte mémoire. Ensuite, je mets la luminosité de l'écran
à 0, donc une luminosité par défaut de façon à ce que l'écran n'ait pas de consommation excessive. Je mets du JPG de façon à ce qu'on ne soit pas forcément en RAW. Je mets une petite zone parce que généralement ça permet de faire la mise au point de manière un peu plus rapide, hein. Ensuite, je vérifie la gestion de la batterie. Je lui indique qu'il peut s'éteindre au bout d'1 minute pour préserver la batterie et je ne me mets pas en mode boost. Je mets l'appareil photo en mode normal, donc pas en mode économie, mais pas non plus en mode boost. Ce qui me permet en définitive d'avoir des réglages standards. Ici, je suis en mode A, je mets les ISO en auto et je mets les vitesses en auto. Et c'est terminé. C'est vraiment le protocole que j'ai suivi de façon à configurer chacun des boîtiers. Tous les boîtiers avaient exactement la même configuration. Une fois que les boîtiers sont configurés exactement de la même des façons, je mets les 4 boîtiers les uns à côté des autres et je lance. Vraiment pas plus compliqué que ça et j'attends. Et lorsque les boîtiers ont terminé, eh ben, je prends la carte mémoire et je regarde combien de photos j'ai sur la carte mémoire. C'est exactement le protocole que j'ai suivi. Et l'idée, c'est de voir combien de photos vont pouvoir prendre, décidément j'ai beaucoup de mal à parler dans cette vidéo, combien de photos vont pouvoir prendre chacun des boîtiers avant d'épuiser leur batterie. Et le résultat de ce test-là, c'est que le XH1 a été le premier à mourir. Il est mort au bout de 1377 photos. Le XT3, lui, a tenu quand même beaucoup plus. Je pensais d'ailleurs qu'il y avait moins de différence entre un XT3 et un XH1. Le XT3 est mort au bout de 2361 photos. Et surprise, première surprise pour moi personnellement, parce que je pensais sincèrement que la batterie Sony allait durer beaucoup plus longtemps que la batterie Fuji. Et en définitive, le Sony, il est mort au bout de 3990 photos. Et donc, le Sony est mort avant le XT4. Donc ça a été quand même une grosse surprise pour moi. Et le XT4 est mort au bout de 4096 photos. Donc pas beaucoup plus en soi en termes de pourcentage par rapport au A7 III, mais enfin ça a été quand même une grosse surprise. C'est-à-dire que on est quand même à quelque chose qui est nettement supérieur au XT3. C'est-à-dire que le XT3, il était à 2361 photos. Là, j'en fais 4096. C'est une augmentation qui est quasiment aussi significative que l'augmentation de capacité des deux batteries. Donc, ce qui quelque part, bon, si on revient aux chiffres officiels, les chiffres officiels, il faut bien comprendre la manière dont ils sont calculés. Il y a un protocole qui est partagé par absolument tous les constructeurs, qui est extrêmement strict, qui se base aussi peu ou prou sur un intervallomètre. Il faut bien comprendre qu'il implique aussi de déclencher un flash toutes les 2 photos. Bref, il y a des choses qui ne sont pas forcément fidèles à ce qu'on va reproduire à la réalité. Mesurer l'autonomie, c'est extrêmement difficile et je pense que ce protocole-là, probablement, a été défavorable au XT4. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les résultats sont plutôt très bons et pour moi, c'est une surprise parce qu'officiellement, ça ne vendait pas du rêve, ce que Fuji mettait sur le papier. Donc, voilà, en photo, moi, je m'en suis tenu là. C'est déjà très, très long à mettre en place. Moi, je l'ai utilisé comme j'utilise n'importe quel appareil photo. Le problème, c'est que c'est qu'un ressenti en définitive. Quand vous utilisez le boîtier comme ça, c'est difficile d'avoir des données comme ça chiffrées, mesurées. Moi, mon ressenti, il a été très très bon. Moi, mon ressenti personnellement, c'était qu'il était peut-être un peu moins bon, un peu moins long, j'ai envie de dire, que ce que j'avais connu en Sony. Mais malgré tout, c'est difficile parce qu'en définitive, j'utilisais beaucoup mon boîtier parce que je voulais tester X, je voulais tester Y, on s'en rend pas compte. On surutilise le boîtier par rapport à si on était dans un voyage normal parce qu'on est en condition de test et en définitive, la batterie, c'est vrai, descend un peu vite. Mais probablement qu'on est quand même sur un changement qui est vraiment notable et qui est un peu plus notable que ce que Fuji avait annoncé sur le papier, hein. Et Fuji ne choisit pas les chiffres qu'ils mettent sur le papier puisque c'est un protocole à suivre. En vidéo, il n'y a pas de protocole. Et donc, Fuji avait dit, on est passé de 40 minutes à 85 minutes. Pas de protocole, c'est-à-dire qu'on colle en général beaucoup plus à la réalité. Et effectivement, j'ai fait un test en 4K 25 fps. Donc vraiment, les boîtiers sont configurés exactement de la même façon. On est sur tous les boîtiers en H264. Vraiment, ils sont exactement pareils. 4K, 25 fps. Ici, le boîtier, c'était le matin. Il faisait chaud, il faisait 25 degrés à peu près, entre 25 et 30 degrés au moment où ça a terminé. Donc, quand même assez chaud. On est dans le sud ici, hein, il y avait du soleil. Et je faisais quelque chose sur une scène à l'extérieur. Donc, on était quand même sur un test qui impliquait le fait que le boîtier contrôle bien sa température.
En l'occurrence, le premier à mourir lors de ce test-là, ça a été le XT3 au bout d'1h40. Pour faire 1h40, je suis obligé de relancer à chaque fois que s'arrête l'enregistrement, évidemment. Donc, premier test, premier à mourir, XT3. Second à mourir, le A7 III, qui est mort au bout de 2 heures, alors même qu'il lui restait plein de batterie, mais il est mort parce qu'il a surchauffé. Je rappelle que je suis dans une condition où il faisait chaud et le soleil tapait sur les appareils. Donc, au bout de 2 heures, le A7 III a rendu l'âme à cause de la surchauffe. Le XT4, lui, a rendu l'âme au bout de 2h40. Donc ici, on n'est pas exactement au double, mais enfin, on passe quand même d'1h40 à 2h45, ce qui, je trouve, est quand même une belle performance. Hein. Pouvoir filmer pendant 2h45 en 4K 25 fps, alors qu'on est au soleil sans surchauffer, moi, je trouve que c'est réellement pas mal. Alors, on n'est pas au double, comme Fuji peut l'annoncer dans ses chiffres officiels, mais le protocole donne des chiffres plutôt défavorables. Les chiffres officiels, comme avec les voitures, ils sont peut-être un peu trop optimistes. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Et donc, je me suis lancé ensuite dans un test de 4K 50 fps. Donc ici, à l'intérieur, pour justement avoir moins de problèmes de surchauffe, avoir un environnement que je contrôlais un peu plus à l'intérieur. Malheureusement, le Sony ne sait pas faire de 4K 50 fps. Donc, il est out pour ce test-là. Il ne sait tout simplement pas le faire. Et ici, XT3 contre XT4. Le résultat de ce test-là, c'est que le XT3 est mort au bout de 40 minutes de 4K 50 fps, alors que le XT4 a duré 1h16. 1h16, on n'est pas loin du double du XT3. Pour de la 4K 50 fps, c'était plutôt pas mal. Attention, ici, j'étais surtout concentré sur la batterie, donc vous l'avez vu si vous avez regardé les stories Instagram, j'ai mis en place un ventilateur pour être sûr et certain que ça ne surchauffait pas, mais je ne suis pas certain qu'il tenait 1h16 sans surchauffer le XT4. J'ai un petit doute, je n'ai pas eu le temps de le vérifier au moment où je fais cette vidéo. Je vais le vérifier d'ici que je vous fasse le test complet. En tout cas, voilà, en termes d'autonomie, moi, cette batterie, elle m'a étonné parce que je partais vraiment avec un a priori défavorable à cause des chiffres officiels qui, sincèrement, ne faisaient pas rêver. Moi, j'ai trouvé que réellement, elle était quasiment au niveau de celle de Sony qui, a priori, au moment où je fais cette vidéo, est quand même un des standards sur le marché. On le voyait direct dès la capacité, les capacités des deux sont très proches. Tout le reste, c'est justement une bonne utilisation de l'énergie. Il ne faut pas que l'appareil soit énergivore, donc il faut que l'appareil consomme modestement la puissance que lui met à disposition la batterie. Et ça semble être le cas aussi bien en photo qu'en vidéo. Je pense que la batterie, les anciens problèmes d'autonomie qui partaient vraiment trop vite, c'est probablement terminé avec cette batterie-là. Moi, je trouve que ces données-là sont extrêmement encourageantes. Allez, deuxième sujet que je souhaite aborder dans cette vidéo, c'est les nouveaux RAW. C'était le deuxième thème que j'avais prévu d'aborder dans cette vidéo. Les nouveaux RAW, pour que vous compreniez ce que c'est, on a toujours la possibilité ici d'utiliser du RAW, mais maintenant, on a la possibilité d'utiliser du RAW compressé sans perte ou compressé avec perte. C'est une option, moi, que j'aime plutôt bien. C'est une option que Canon utilise et qui fait passer des RAW qui d'habitude sont plutôt à 30 MO, il passe à 15 MO, 17 MO. C'est-à-dire qu'au prix d'une petite perte qui est souvent absolument indétectable, vous gagnez une place de stockage importante, vous gagnez une capacité de rafale puisque le buffer se remplit moins vite important. Je trouve qu'en général, c'est plutôt un bon pari. C'est pour ça que dans la configuration initiale, j'avais dit, moi, je me mets dans ce RAW compressé parce que j'ai envie d'embrasser ce format-là qui est a priori un bon choix. Malgré tout, j'ai été très déçu. Alors ici, on ne va pas en parler pendant 2 heures, mais le but de ces fichiers RAW compressés avec perte, c'est de gagner de la place. Si vous ne gagnez pas de la place, je ne vois pas bien, sincèrement, à quoi ça sert. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que on peut voir que ici, la différence de poids entre le fichier compressé avec perte et sans perte, vous passez de 31 MO à 27 MO, vous gagnez 3-4 MO selon les photos. Je trouve que c'est largement insuffisant et d'ailleurs ça se voit. Quand vous regardez les spécifications officielles de buffer, de capacité de rafale avec l'un ou avec l'autre, vous avez exactement la même. Il n'y a aucune différence entre les deux, c'est-à-dire que le poids il est tellement peu différent entre compressé avec perte et compressé sans perte qu'en définitive vous n'avez aucun avantage. Donc pour moi voilà, ça a été fin du test, je ne vais pas passer des jours à essayer de trouver des différences, à essayer de me dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, alors que en définitive ça fait des fichiers qui ont quasiment le même poids.
Donc moi, je vais rester en compressé sans perte. Je pense que c'est le choix le plus judicieux. Mais disons, voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu déçu. Puisqu'on est sur l'autonomie, je vais prendre un moment pour faire un tout petit focus. C'est-à-dire que ce XT4, il n'est pas tout à fait comme le XT3. C'est-à-dire que, on peut le voir d'ailleurs ici sur le grip, on a maintenant 3 modes. On a un mode normal, on a un mode économie que j'ai assez peu testé ici pour ce test. Le mode économie, officiellement, il passe de 500 photos à 600 photos. C'est-à-dire qu'il vous donne la possibilité, au détriment d'une mise au point un peu moins rapide et au détriment d'un taux de rafraîchissement sur l'écran et sur le viseur un peu moins rapide, à une autonomie accrue. Donc ça peut être un deal intéressant si vous voulez vraiment maximiser votre autonomie. C'est un nouveau choix que Fuji ne vous proposait pas avant. Et on a toujours le mode boost comme on avait avant. Sauf qu'ici, la différence, c'est que dans le menu, vous avez le choix ici de choisir dans performance, normale, économie ou boost. Et vous avez le choix de choisir qu'est-ce que le boost va vous apporter. C'est-à-dire que le boost, ça peut vous apporter le fait d'avoir une meilleure définition, une meilleure gestion du grain quand vous êtes en basse luminosité. Vous savez, on a d'habitude le fameux viseur avec beaucoup de neige, beaucoup de pixels. C'est inutilisable quasiment lorsqu'on est en basse luminosité, les viseurs électroniques. On a la possibilité d'avoir une haute résolution ou alors un taux de rafraîchissement à 100 images par seconde. Donc ça, c'est des options de paramétrage qu'on n'avait pas du tout avant et qui sont plutôt sympas et qui sont apportées par ce nouveau XT4. Voilà pour ce test de l'autonomie. En résumé, une excellente batterie. Moi, je trouve que c'est une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à aussi bon. Une déception un peu pour le RAW compressé. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais continuer à jouer et à tester ce XT4. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera le test complet du XT4. De toute façon, je pourrais passer 3 semaines à faire des tests avec ce XT4 et sans arrêt découvrir de nouvelles choses. À un moment donné, il faut conclure. Donc, ça sera l'occasion de le faire à l'intérieur de ce test-là. Et puis, généralement, je refais un test au bout de 2 mois, puis au bout de 6 mois. Donc, on verra comment ça évolue au fil du temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir en une semaine. C'est impossible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser le pouce levé vers le haut. N'oubliez pas aussi de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette autonomie? Moi, je trouve que c'est une bonne surprise. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est réellement une bonne surprise ou non? Pour ceux qui débarquent chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!